Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la violence dans le monde post-fin du monde. Une vidéo sur la violence, c'est-à-dire sur l'usage déchaîné de la force, c'est vraiment la force, violence, vice, c'est la force. Sur l'usage sans égard pour autrui de la force, en tout cas sans égard pour le respect de l'intégrité physique et psychique d'autrui. Bien, donc voilà, la violence dans le monde post-fin du monde. Pour ceux que le thème de la violence intéresse plus précisément, je rappelle que sur cette chaîne, il existe une playlist de vidéos consacrée au thème solidarité et violence. Voilà, c'est un cours d'anthropologie donné à la Sorbonne il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, on se consacre à la violence dans le monde post-fin du monde. Et pourquoi on choisit ce thème? Parce que il me semble que la violence, cette disposition à la violence dans l'action humaine, est une cause première de la fin du monde. Bien. Et justement, puisque la fin du monde est déjà eu lieu, c'est l'heure de notre credo. Donc je vous rappelle que la catastrophe, n'est-ce pas, n'est pas à venir, elle a déjà eu lieu. Nous sommes déjà devenus des imbéciles incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs et de nos crimes. Nous nous sommes déjà abolis en tant que possibilité de liberté. Nous avons l'impression de faire de l'écologie en gérant un grand coup de virer en hélicoptère dans les Pyrénées les stocks génétiques, le patrimoine génétique des ours pyrénéens. Nous avons parcouru un beau trajet encourageant entre Hiroshima et Fukushima. La grande catastrophe, entre guillemets, qui doit avoir lieu, n'est qu'un argument au service d'une gouvernementalité déjà en place. Bien, une fois le credo rappelé, je vais rabâcher ça jusqu'à la fin, on revient à la violence. Et à la violence considérée comme une cause première de la fin du monde. Bien. Il sera intéressant d'ailleurs de revenir à cette définition de la fin du monde, mais dans une autre vidéo. Alors, d'abord, il faut qu'on se donne une définition stricte de la violence. Pourquoi? Parce que il y a autant de violences possibles que de types d'actions humaines, et dès lors, la définition de ce que c'est que la violence se dissout un peu. On peut parler par exemple de violence symbolique, qui est la violence qui résulte de la démoniation entre les champs, entre les classes sociales. On peut parler de violence physique, quand on va mettre un coup de poing dans la gueule à quelqu'un. On peut parler de violence à travers simplement de la menace verbale, de l'insulte. Le crime procède d'une violence, le meurtre par exemple, mais le viol procède d'une violence. Évidemment, les mots peuvent être violents, on peut harceler au travail, dans des modes d'organisation au travail. Cette violence-là peut être individuelle ou collective, elle peut avoir toutes sortes de buts. On peut chercher à faire peur à l'autre, on peut chercher à se défendre, on peut chercher à obtenir une soumission, une plus grande efficacité au travail, on peut chercher à rabaisser l'autre, on peut le faire de manière inconsciente, on peut déployer de la violence de manière inconsciente, que ce soit en écrasant par exemple des animaux sans y faire attention. D'ailleurs on se pose la question dans un instant, de ce à qui on impose une violence. Plus important encore, tiens, par exemple, hier, je suis allé voir une pièce de théâtre ou un spectacle de danse, je ne sais pas très bien, quelque chose au milieu, qui était donné au théâtre de la ville, qui s'appelait Sur la ligne de crête, et très concrètement, donc on commençait par nous mettre un bruit de photocopieuse très fort, comme dans une boîte de nuit, et ce bruit de photocopieuse a duré pendant 1 heure. Ça, c'est imposer une violence. C'est de la même nature que les gens qui font des grosses accélérations en moto dans ma rue, avec des énormes vrombissements qui vous scient l'âme comme ça. Il s'agit très clairement d'imposer une violence, c'est-à-dire d'imposer par la force de quelque chose un effet, un impact sur les personnes qui sont aux alentours, et donc de ne pas respecter leur intégrité physique et psychique. Donc comme il y a toutes les formes de violence, partout, toutes les actions humaines, la parole, le jeu, la musique, les rapports de force, le travail, toutes les formes d'action peuvent être le lieu
d'expression d'une violence, il nous faut une définition plus stricte. Sachant qu'en plus, à chaque fois, elle peut être individuelle et ou collective. Bien. Cette définition, voilà, on va la prendre simple, c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Alors, je la circonscris comme ça parce que autrui, ça peut être un autre être humain, une masse d'autres êtres humains, un groupe d'autres êtres humains. Ça peut être aussi des animaux, on fait des violences aux animaux, ça on peut bien le concevoir. Et on pourrait tout autant concevoir des violences aux végétaux ou à l'existant de manière générale, aux pierres, à quoi que ce soit, dès lors que, culturellement, on prête de l'altérité à ces éléments. On prête de l'altérité à l'eau, on prête de l'altérité à la terre, on prête de l'altérité au végétal. Dès lors qu'on considère ces éléments-là comme de l'autre, alors on peut effectivement considérer qu'elles ont droit à un respect, en tout cas qu'elles ont une intégrité physique et ou psychique, et que dès lors, il convient de respecter cette intégrité, et que la force désordonnée par rapport, la force sans égard par rapport à ces éléments, aussi bien humains, animaux, végétaux, minéraux, etc., procède d'une violence. Donc vraiment, voilà, tout simplement atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a bien conscience que c'est ce qui va intervenir dans les dynamiques de domination, mais aussi dans les dynamiques de vengeance, dans les dynamiques de concurrence, pour exercer la justice. Il existe une violence dite légitime. La plupart du temps, quand nous exerçons une forme de violence par rapport à autrui, notamment la violence symbolique ou la violence par rapport aux animaux, nous le faisons sans y penser. Nous le faisons parce que nous sommes habitués à un type d'action irréfléchie et qui déploie de la violence. Alors c'est principalement à ça que je voudrais vous amener à réfléchir aujourd'hui. C'est en fait à la corrélation immédiate qui existe entre ce qu'on appelle l'illimitation de l'action, l'acosmisme, le fait de ne pas limiter sa volonté. Donc l'acosmisme, c'est-à-dire l'illimitation de la volonté dans l'action, et la violence. Dès lors qu'on ne limite pas sa volonté dans l'action, dès lors qu'on est dans cette espèce de dévoration du monde, dès lors on est dans une action violente. Et il y a un lien consubstantiel entre la violence qu'on fait au monde et cette habitude qu'on prend d'être dans l'illimitation de la volonté. Puisque c'est possible, je vais le faire. Bien. Arrivé à ce point, je vous préviens, la vidéo sera courte aujourd'hui. D'abord parce que j'en ai envie, et puis deuxièmement parce que les points que je vais soulever sont en réalité tellement simples que ça finirait par être un chapitre de morale s'il fallait les répéter à l'infini. Arrivé à ce point, je voudrais me défaire d'une opposition qu'on fait trop facilement entre violent et non violent. Est-ce que l'opposé de violent, c'est bien non violent? Rien n'est moins sûr. En tout cas, moi, je voudrais vous proposer une autre opposition. Par exemple, j'opposerais l'action non violente à la non-action. Pour moi, c'est beaucoup plus juste. Gandhi, quand il a déployé ses actions non violentes, il n'a pas dit « je tends l'autre joue ». C'était pas ça la question. La question n'était pas simplement de continuer à subir. La question était de transformer radicalement la situation, d'engager des rapports de force, sans nuire à l'intégrité au moins physique de l'ennemi. Mais il ne s'agit absolument pas de renoncer à l'action. Pour moi, c'est action non violente qu'on pourrait opposer à non-action non violente, là, pour rester sur la même ligne. Et la non-action non violente, la servitude volontaire aux dispositifs, la servitude volontaire aux techniques, la servitude volontaire aux institutions, aux dominations, aux maîtres, c'est ce qui caractérise une bonne partie de nos comportements et qui vont nous mener d'ailleurs à déployer finalement involontairement de la violence parce que nous sommes soumis. Quand nous sommes soumis à un mode de production ultra-violent par rapport à la nature ou par rapport aux animaux ou par rapport à des êtres humains,
quand nous sommes dans une servitude volontaire. Tiens, je vous donne un exemple tout bête. Je ne voulais pas de téléphone portable dans ma vie. En 2012, j'ai cédé parce que le monde professionnel me l'a imposé. Je suis entré dans un mode d'action qui impose des violences extrêmes dans le mode de production à des gens voilà, qui bossent dans les mines pour que je puisse avoir un téléphone portable. Bien, donc on revient. J'opposerais plutôt non-violence à non-action plutôt qu'à violence. Et donc, par conséquent, à action non violente, j'opposerais servitude volontaire. Et je caractériserais l'essentiel de nos comportements actuels comme des formes plutôt de servitude volontaire à des macrosystèmes techniques, à des institutions, à des gouvernementalités qu'on n'a pas souhaitées mais qu'on a intégrées. Quand je vois des dispositifs, j'en parle dans quelques vidéos, de maltraitance instituée comme les EHPAD, personne n'a voulu cette violence-là, et néanmoins, nous l'avons produite et nous y faisons. Nous ne faisons pas de l'action non violente par rapport à ces institutions-là, nous faisons de la non-action tout court. C'est comme ça que je les opposerais. Et qu'est-ce qu'on pourrait ensuite opposer à la violence? Ben, c'est très simple. Si la violence, c'est l'action sans égard pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, alors le contraire de la violence, c'est l'action avec des égards pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, aussi simplement que ça. Et à ce moment-là, c'est donc, en fait, une action qui se soucie de l'altérité. Une action qui prend soin de l'altérité. Donc on va opposer violence et action qui prend soin de l'altérité. Violence comme négation de l'altérité, je rentre dans l'intégrité physique et psychique d'autrui, je les crabouille, hein. Et le contraire de la violence, ça serait donc une action qui, au contraire, prend soin de l'altérité. Or, prendre soin de l'altérité, ça ne se limite pas à la non-violence. Ça veut dire je vais dire un terme trop fort, mais à travers son action, on rend un culte, on rend grâce à l'altérité d'exister. Bon, je viendrai à le détailler dans un instant. Le contraire de la violence, ça sera donc l'action qui associe, qui cherche l'association, l'action qui cherche la collaboration, l'action qui cherche en réalité, et c'est le terme que je préfère, la symbiose, c'est-à-dire rester différent, respecter l'altérité et néanmoins entrer dans des relations symbiotiques. Donc au minimum de collaboration, au maximum de symbiose. Bon, alors, dans le cadre de la vie post-fin du monde, dans le cadre de la vie qu'on a d'ailleurs à travers les ruines florissantes du monde, post-fin du monde. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire de violence? Je ne sais pas si j'ai envie d'imaginer des solutions morales pour s'expurger de toute violence, mais comment on fait pour se débarrasser de cette tendance humaine à la négation d'autrui, à travers ça à la destruction, à la violence? Comment on fait pour, autant que faire se peut, ne pas reproduire dans nos actions cette tendance à l'illimitation de la volonté qui procède d'une destruction de l'autre, d'un dégât sur l'autre, d'une blessure, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour tâcher de collaborer le moins possible à la perpétuation de la violence et donc à la perpétuation de cette cause première de la fin du monde? J'ai essayé d'y apporter une réponse autour de cette notion de symbiose. Je pense que c'est en développant pour soi-même, et peut-être en développant avec les autres, une forme de pratique de la symbiose. Alors, il existe des tas de directions déjà empruntées par différentes cultures, par différents auteurs. On pourrait parler par exemple de l'éthique diatopique, de Raimundo Panikkar. On pourrait parler en un certain sens du bouddhisme, ou de théorie de la non-violence. Il en existe beaucoup. Ce qui m'intéresse et qui me semble essentiel et peut-être insuffisamment pris en charge, présent, efficace dans les différentes théories dont j'ai pu avoir connaissance, c'est
cet art de la pluralité, cet art symbiotique, cette manière d'être au monde dans un respect de la symbiose et un respect de la pluralité qui nous permettrait effectivement de faire un pas pour s'éloigner de la violence. Bien, alors, attention, rencontrer l'altérité et lui vouer un culte, c'est pas faire semblant de se mettre à sa place dans une opération mentale et investir sentimentalement la position de l'autre. Non, c'est vraiment respecter fondamentalement le fait qu'il soit différent. C'est pas non plus dire nous autres, dans telle religion, on est très gentils, on casse pas les branches, on n'anime pas les oiseaux, mais par contre ceux qui sont d'une autre religion, ben, ça serait quand même bien qu'ils n'existent pas. Il faut que la fonction du même et du différent soit également présente, c'est-à-dire nous sommes un groupe, nous nous aimons, voilà. Nous vouons un culte à notre identité, et simultanément, nous sommes capables de reconnaissance vis-à-vis d'autrui pour sa différence et pour qu'il maintienne sa différence. Il ne s'agit pas de rentrer dans un multiculturalisme ou dans une espèce de relativisme quelconque, il s'agit au contraire de vouer un culte à la différence qui implique qu'on travaille soi-même la sienne. Bien. Et les relations qui se construisent entre ces communautés dans un art symbiotique. J'avais commencé à réfléchir à cette notion de symbiose en travaillant sur la ville d'Alexandrie avant 1956, mettons entre 1912 et 1956, dans un moment dans lequel effectivement les communautés vivaient ensemble et avaient développé tout un art civil. J'aime bien cette idée d'art civil parce que c'est à portée de main, l'art civil, c'est la citoyenneté dans la ville, et c'est vraiment ce qu'on peut apprendre à faire ensemble à l'échelle de la fréquentation. Donc ils avaient appris à vivre ensemble, toutes les communautés un peu différentes, arméniennes, syro-melkites, grecques, tout ce que vous voulez, sans jamais se confondre, sans jamais se fusionner, sans jamais se mélanger, mais en même temps, en maintenant entre eux un écart juste, précis, qui permettait à chacun de faire ses affaires, de vivre sa vie, de ne pas nuire à l'autre. C'est pas tout en, c'est en maintenant le droit à l'autre d'exister dans la différence telle qu'on s'y mélangerait jamais. C'est-à-dire que c'est un système qui permet à la fois de respecter sa propre identité et celle de l'autre. Donc, j'imagine quelque chose comme une présence au monde qui contienne à la fois un culte pour soi, un culte de soi, et simultanément une pratique d'un certain écart avec autrui, des frontières, quoi, une pratique du respect de l'intégrité d'autrui telle que autrui la mentionne, ou lorsqu'on ne peut pas savoir ce que autrui souhaiterait, par exemple il s'agit d'un animal ou d'une matière à laquelle on voue un culte, l'intégrité qu'on suppose. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui, c'est d'abord la violence comme cause première, donc comme probablement quelque chose qu'il faut absolument abolir, dès lors qu'on est dans l'idée que on n'est pas des alliés de la fin du monde, et qu'on s'y oppose, et que par ailleurs on cherche à survivre et à reconstruire un monde dans le monde post-fin du monde, dans les ruines florissantes post-fin du monde. Deuxièmement, une définition, c'est-à-dire essentiellement l'atteinte à l'intégrité d'autrui, autrui pouvant être la totalité de l'existant. Ensuite, on avance en disant, en fait, violent, non-violent, c'est pas un bon système d'opposition, c'est plutôt action non-violente, non-action, violence, et qu'on opposera à une forme d'action symbiotique. En tout cas, c'est comme ça une action qui prenne soin d'autrui, et dès lors qu'on est dans le prendre soin d'autrui à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on pense un mode d'action au monde, aux autres et à soi-même qui contiennent toujours à la fois un respect de soi, un culte de soi, de son identité, et
de la différence et une forme de reconnaissance, d'affection pour l'effort que l'autre, nature, animal, groupe humain, individu, peu importe, dans l'effort qu'autrui produit aussi pour créer de la différence, pour créer de l'écart, pour créer de la pluralité. Voilà. Alors c'est une position qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire de ne pas trouver d'ennemis. Voilà, ne pas trouver d'ennemis. Et qui néanmoins me paraît la route la plus simple vers une action qui effectivement s'éloigne de la pratique humaine de la violence. Maintenant, purger l'action humaine de violence, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a une part qui est inexplicable et qui est de l'ordre du rebut et de la pulsion, et chez certains individus qui est hors de portée du travail, hors de portée de la raison et du travail civil, si on veut bien. Quand vous voyez la jouissance que la pulsion de violence peut produire, évidemment, on est face à quelque chose par rapport à laquelle on ne pourra qu'avancer de quelques degrés. On pourra progresser pour soi-même. Encore une fois, on est en train de compléter un vadémécum pour nos promenades dans le monde post-fin du monde. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.